Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Nous allons entrer dans une histoire qui ne se raconte pas à voix haute, une histoire faite de silence, de choix et d'un amour si discret qu'il a fini par façonner un homme public que nous pensions connaître. Car derrière l'image lisse et rassurante d'Olivier Mine se cache une trajectoire intime où la retenue n'est pas un vide mais une présence dense, presque architecturale. Et c'est précisément cette tension entre lumière médiatique et fidélité secrète qui donne à son parcours une profondeur rare. Tout commence par un paradoxe. Olivier Mine a toujours été visible, voix posée, élégance naturelle, maîtrise parfaite de son image et pourtant insaisissable. Le public voyait un professionnel irréprochable. Ce qu'il ne voyait pas, c'était la discipline intérieure qui soutenait cette façade. Chez lui, le silence n'était jamais une absence, c'était une décision, une manière de hiérarchiser l'essentiel. Dans un paysage médiatique où l'intime devient souvent une monnaie d'échange, il a choisi l'économie des révélations, non par stratégie froide, mais par fidélité à une conviction forgée très tôt. Ce qui a de la valeur doit être protégé. Son enfance éclaire cette posture. Garçon observateur dans un monde qu'il percevait déjà comme bruyant, Olivier apprend que la pudeur peut être une forme de force. Les émotions existent, mais ne se crient pas. Cette culture de la retenue devient un langage. À l'adolescence, il se réfugie dans les mots, la littérature, l'élégance de la pensée. Autant de territoires où l'on peut dire beaucoup sans tout livrer. Quand la télévision entre dans sa vie, elle ne le transforme pas, elle amplifie cette maîtrise. Il comprend vite que la célébrité exige un équilibre subtil. Être présent sans se dissoudre, séduire sans s'exposer entièrement, là où d'autres se consument, lui apprend à durer. Puis survient la rencontre qui fissure doucement cette architecture. Alexandre, rien de spectaculaire, aucune dramaturgie inutile, simplement une reconnaissance mutuelle presque silencieuse. Alexandre appartient à un autre rythme, celui des bibliothèques, des phrases pesées, d'une écoute véritable. Pour Olivier, habitué à contrôler chaque expression publique, cette présence agit comme un espace de respiration. Pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas besoin de calibrer ce qu'il montre. L'amour s'installe sans bruit, solide, sans revendication. Mais aimer dans l'ombre impose une éthique, leur relation se construit dans des interstices, lieux neutres, moments volés, gestes retenus. Cette clandestinité n'est pas une négation, c'est un pacte de protection. Olivier sait que le monde qui l'entoure transforme tout en spectacle. Préserver Alexandre, c'est préserver la vérité de leur lien. Cette décision révèle une dimension essentielle de son caractère, la capacité à choisir la fidélité plutôt que la facilité, la profondeur plutôt que la visibilité. Chaque séparation devient un effort discret, chaque retrouvaille une confirmation silencieuse. Leur amour mûri se densifie, devient un point d'ancrage face aux turbulences de la notoriété. Ce qui frappe dans cette trajectoire, c'est l'absence de cynisme. Olivier n'idéalise pas la discrétion, il en connaît le prix. Les anniversaires vécus à distance, les événements publics traversés seuls, les mots gardés pour plus tard, tout cela crée une tension intérieure. Par moments, il s'interroge. Protéger, est-ce aussi privé ? Mais Alexandre ne réclame rien. Son acceptation tranquille agit comme une boussole morale. Leur relation devient un espace de loyauté rare où l'amour n'est ni proclamé ni marchandé, simplement vécu. Et c'est là que la réalité frappe. Sans mise en scène, l'annonce de la maladie d'Alexandre surgit comme une fracture nette dans cette construction patiemment protégée. Face à l'urgence, les règles changent. L'ombre ne protège plus, elle intensifie chaque instant. Olivier, habitué à la maîtrise, se retrouve confronté à l'imprévisible. Dans cette épreuve, l'homme public s'efface. Reste l'homme fidèle, présent, engagé dans un combat intime où chaque jour compte. Cette période révèle une vérité profonde. La retenue n'a jamais été une fuite. Elle était une manière de préserver la capacité d'aimer pleinement quand l'essentiel l'exige. Lorsque des années plus tard, Olivier laisse filtrer quelques mots, sobres, presque dépouillés, ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est un acte de mémoire, une reconnaissance tardive qui ne cherche ni l'effet ni la compassion, mais la justesse. Le public comprend instinctivement qu'il ne s'agit pas d'un récit people, mais d'un témoignage sur le prix de la fidélité. Cette révélation recontextualise toute une carrière. Derrière chaque sourire maîtrisé se tenait une histoire de loyauté, de choix assumés, de courage silencieux. Ce parcours force le respect parce qu'il échappe aux catégories faciles. Olivier Mine n'a jamais fait de son intimité un argument. Il a préféré la cohérence à la visibilité, la profondeur à l'exposition. Dans une époque avide de transparence immédiate, il incarne une autre
autre possibilité, celle d'une célébrité habitée par une vie intérieure intacte. Son histoire ne parle pas seulement d'amour caché, elle interroge notre rapport au regard public, à la mémoire, à la dignité. En fin de compte, ce qui demeure n'est pas le secret lui-même, mais la manière dont il a façonné un homme. Olivier apparaît alors non comme une figure distante, mais comme quelqu'un qui a choisi, avec constance, de protéger ce qu'il aimait le plus. Et dans cette fidélité, il y a une forme de grandeur discrète, une leçon rare. Certaines histoires ne demandent pas à être exposées pour être vraies. Elles demandent simplement à être honorées. Merci d'avoir suivi ce récit, parce qu'au-delà de la célébrité, c'est peut-être cela que nous retenons, la valeur d'un amour vécu avec intégrité et le courage tranquille de rester fidèle à ce qui compte vraiment. La douleur d'Olivier n'a jamais été spectaculaire, elle ne s'est pas exposée, ne s'est pas racontée, ne s'est pas mise en scène, elle s'est glissée dans les interstices de sa vie publique comme une présence muette, persistante, presque disciplinée. Ceux qui l'entouraient à l'époque savaient qu'il se passait quelque chose, on le devinait dans son regard devenu plus dense, dans ses silences soudain plus longs, mais personne ne mesurait l'ampleur de ce qui se jouait. Olivier ne parlait pas, par pudeur certes, mais surtout parce que son chagrin n'avait pas de statut social, pas de reconnaissance officielle. Comment expliquer une perte que le monde ne savait même pas nommer? Comment faire le deuil d'un amour que l'on avait choisi de protéger du regard public? Lorsque la santé d'Alexandre a commencé à décliner, le temps a changé de texture, les journées se sont étirées dans une attente tendue, suspendue entre espoir rationnel et lucidité silencieuse. Les rendez-vous médicaux s'enchaînaient comme des rappels implacables que l'équilibre fragile d'Olivier reposait désormais sur des heures comptées. Dans cette période, il existe une intimité d'une intensité presque sacrée. Chaque minute devient à la fois un refuge et une menace. Chaque geste prend une valeur définitive. On ne vit plus dans la projection, mais dans la concentration absolue du présent. Puis l'absence est arrivée, brutale dans son irréversibilité, discrète dans sa manifestation. Alexandre est parti comme il avait vécu, sans fracas, sans revendication, laissant derrière lui un vide que rien ne pouvait combler. Le monde extérieur, indifférent à cette histoire qu'il ignorait, a continué de tourner avec sa mécanique habituelle. Mais pour Olivier, quelque chose s'était fissuré de manière irréparable. Il n'y eut pas d'effondrement public, pas de pause spectaculaire. Fidèle à lui-même, il a tenu, les engagements furent honorés, les plateaux télévisés fréquentés, les sourires assurés. Pourtant, derrière cette continuité professionnelle, le deuil prenait une forme particulière, celle d'un silence plus dense encore, un silence de survie. Ce silence n'était pas une fuite, il relevait d'un choix moral. Parler d'Alexandre, à ce moment-là, aurait signifié exposer une histoire qui ne lui appartenait plus seule. Olivier a préféré porter la mémoire dans la discrétion, transformer son cœur en sanctuaire plutôt qu'en tribune. Ce type de deuil, intérieur, invisible, exige une discipline émotionnelle rare. Il ne cherche ni compassion ni validation, il se contente d'exister. Les années suivantes ont été marquées par une temporalité étrange, les succès professionnels se succédaient, mais portaient une saveur incomplète. Chaque victoire rappelait l'absence de celui avec qui elle aurait dû être partagée. Les anniversaires réveillaient une mélancolie que personne ne pouvait interpréter, et les nuits, surtout, devenaient le théâtre d'un dialogue incessant avec la mémoire, ces souvenirs qui refusent de s'effacer parce qu'ils constituent désormais une part identitaire. Olivier s'est interrogé, le silence était-il une fidélité ou une lâcheté? Avait-il protégé l'essentiel ou simplement évité le regard des autres? Ces questions n'ont jamais trouvé de réponse définitive, mais une conviction persistait. Cet amour appartenait à un territoire intime que le monde n'avait pas à juger. Ce choix, cependant, avait un coût. Une solitude élégante s'est installée, non pas dramatique, mais feutrée, presque invisible. Celle qui ne se voit pas sur scène, mais qui accompagne l'artiste lorsque les projecteurs s'éteignent. Contrairement au récit classique de reconstruction sentimentale, Olivier n'a jamais cherché à remplacer Alexandre, non par incapacité d'aimer, mais par fidélité à une expérience qu'il considérait irréductible. Recommencer aurait signifié relativiser ce lien unique, une concession qu'il n'était pas prêt à faire. Avec le temps, la douleur s'est métamorphosée, moins aiguë mais plus profonde. Elle est devenue une présence continue, un rappel silencieux que certains attachements défient la chronologie. Cette fidélité obstinée a façonné l'homme public que les spectateurs croyaient connaître. Derrière l'aisance médiatique se cachait une endurance émotionnelle remarquable. Vivre avec un deuil non déclaré exige un courage discret, celui de ne pas chercher d'excuses ni de reconnaissance. Olivier portait cette histoire comme une promesse, sans ostentation mais sans jamais la trahir. Pourtant, même les silences les plus solides finissent par se fissurer. Avec les années est apparue une inquiétude nouvelle, le risque de l'effacement.
Ne rien dire revenait-il malgré lui à nier l'existence d'Alexandre? Cette pensée ne surgissait pas dans le tumulte, mais dans ces instants suspendus, loge silencieuse, chambre d'hôtel tardive où l'on se retrouve seul face à sa propre mémoire. Olivier comprenait alors que sa peur avait changé de nature. Ce n'était plus le regard des autres qu'il redoutait, mais l'oubli. Lorsque la question fut posée à l'antenne, le scénario habituel aurait consisté à esquiver avec élégance. Personne ne s'en serait offusqué. Pourtant, cette fois-là, quelque chose s'est ouvert, non pas dans un geste de rupture, mais dans un calme résolu. La décision semblait mûrie depuis longtemps. Ces mots n'étaient ni revendicatifs, ni stratégiques. Ils étaient simples. Il avait aimé une seule fois et cet amour existait toujours. Il n'y eut ni manifeste, ni mise en scène, juste une vérité posée avec sobriété. Sur le plateau, le silence qui suivit n'était pas celui de la gêne, mais celui du respect, comme si chacun mesurait la portée d'un aveu qui ne cherchait ni justification, ni applaudissement, seulement la reconnaissance d'une fidélité restée intacte. Et c'est peut-être là que réside la dimension la plus frappante de cette histoire, le courage tranquille de faire exister une mémoire sans la transformer en spectacle. Olivier n'a jamais cherché à héroïser sa douleur, il l'a habitée. Et dans un paysage médiatique souvent avide de confessions spectaculaires, ce choix de retenue apparaît presque radical car il rappelle une vérité essentielle. Certains amours ne demandent pas à être expliqués, ça ils demandent seulement à être honorés. Dans le paysage médiatique saturé de révélations spectaculaires et de confidences calibrées, il arrive parfois qu'une parole surgisse autrement, sans fracas, sans mise en scène, et qu'elle touche pourtant plus profondément qu'un scandale. Ce qui s'est produit autour d'Olivier n'a rien d'une polémique, c'est une onde émotionnelle, lente mais puissante, qui a dépassé le cadre du studio pour se déposer dans l'intimité de milliers de vies, car derrière ces mots, mesurés, presque retenus, beaucoup ont reconnu un écho de leur propre histoire, celle d'un amour vécu dans le silence, mais jamais diminué par ce silence. Ce témoignage n'était pas une confession spectaculaire, c'était un acte de maturité. Olivier ne cherchait ni justification, ni réhabilitation, il posait simplement une vérité personnelle dans l'espace public, avec cette pudeur rare qui transforme une histoire individuelle en expérience collective. Ce qu'il disait, sans jamais le proclamer, relevait d'une idée presque subversive à notre époque. Une vie peut être traversée par un amour unique, discret et rester pleine, digne, cohérente, aimer sans exhiber, perdre sans renier, continuer d'avancer sans effacer ce qui a façonné l'essentiel. Dans une société habituée aux ruptures exposées et aux sentiments amplifiés par le bruit médiatique, cette retenue a frappé juste. Les réactions n'ont pas été celles d'un public avide de sensationnel, mais celles d'hommes et de femmes reconnaissant une vérité intime. Beaucoup ont parlé d'un amour tu, d'un regret ancien, d'une parole jamais prononcée. Olivier devenait malgré lui un miroir, non pas une figure idéale, mais un compagnon de route, quelqu'un qui mettait des mots sur une expérience que beaucoup pensaient isolée. Cette identification n'était pas un hasard, elle révélait combien le silence affectif traverse les générations, souvent par peur, par loyauté ou par simple incapacité à nommer ce qui dépasse. Certains se sont interrogés. Pourquoi maintenant ? Pourquoi si tard ? La réponse ne relève ni d'une stratégie ni d'un calcul d'image, elle tient à une temporalité humaine que les médias oublient de parfois. Certaines vérités exigent le bon moment pour être dites, trop tôt, elles blessent, trop tard, elles se dissolvent. Olivier a parlé lorsque ces mots ne lui appartenaient plus seulement, ils devenaient transmissible. En révélant cet amour, il n'a pas fragilisé sa figure publique, il l'a déplacée. L'animateur maîtrisé s'est révélé homme, fragile sans être brisé, pudique sans être distant, fidèle sans être figé, fidèle à un être disparu, mais surtout fidèle à ce qu'il avait été avec lui. Ce glissement est essentiel, il montre que la vulnérabilité n'amoindrit pas l'image, elle l'humanise. Le secret, longtemps porté comme un poids intérieur, s'est transformé en héritage partagé. La douleur ne s'efface pas, elle ne disparaît jamais vraiment, mais la lutte solitaire, elle, s'apaise. Pour la première fois depuis longtemps, cette histoire cessait d'être un fardeau individuel pour devenir une mémoire collective. Il existe des récits qui, une fois racontés, échappent à celui qui les a vécus. Ils deviennent des miroirs dans lesquels chacun lit sa propre trajectoire affective. Au fond, la portée de cette révélation dépasse largement la question d'un amour entre deux hommes. Elle interroge notre définition même de la légitimité sentimentale.
Nous avons longtemps confondu visibilité et vérité, exposition et authenticité. Or, Olivier rappelle une réalité plus nuancée. Il existe des amours silencieux qui structurent une existence entière, des liens discrets, retenus, parfois invisibles socialement, mais dont la puissance intime rivalise avec les déclarations les plus éclatantes. Ces amours ne cherchent pas la lumière, ils façonnent pourtant des choix, des fidélités, des renoncements. Pour un public souvent marqué par des décennies de compromis affectifs, ce témoignage agit comme un révélateur. Beaucoup ont aimé, une fois, plusieurs fois, maladroitement ou trop tard. Certains ont tout dit, d'autres ont choisi le silence par prudence ou par loyauté. Derrière chaque vie se cache une histoire incomplètement racontée. La force de cette parole ne tient donc pas à son retentissement médiatique, mais à sa lenteur, à son ancrage dans le temps. Elle rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour rendre justice à ce qui a compté, non pas pour se libérer, mais pour honorer. Cette dimension mémorielle est centrale. Olivier ne parle pas pour se décharger d'un secret, il parle pour reconnaître une réalité vécue. Dire « cet amour a existé » n'est pas une revendication, c'est un acte de fidélité, et cet acte soulève une question inconfortable que peu osent affronter. Nos plus grands regrets viennent-ils de nos erreurs ou de nos silences? Combien de vies se construisent autour de ce qui n'a jamais été pleinement vécu? À force de protéger nos peurs, n'avons-nous pas parfois étouffé nos élans les plus sincères? Olivier ne se pose ni en exemple, ni en modèle, il n'offre aucune morale, il tend simplement un fragment de vie, comme une lettre longtemps gardée dans un tiroir, et laisse chacun y trouver son propre reflet, la fidélité, le courage discret, la mélancolie ou la paix tardive. Aimer profondément, une seule fois peut-être, est-ce une bénédiction ou une solitude, une force ou une blessure? Il n'existe pas de réponse universelle, il n'y a que des parcours singuliers, et cette vérité simple, le silence ne détruit pas l'amour, il le transforme, le déplace, parfois le suspend, jusqu'au jour où il peut enfin être nommé. C'est peut-être là que réside la portée la plus humaine de cette histoire. Elle invite à une introspection sans jugement. Chacun porte en lui un visage jamais oublié, une phrase jamais dite, une émotion restée intacte malgré le temps. Et la question demeure, douce mais insistante. Si l'occasion se présentait, dirions-nous enfin l'essentiel ? Ce récit ne se referme pas sur une conclusion définitive, il laisse une ouverture, celle de nos propres mémoires affectives, car les histoires les plus silencieuses le sont souvent celles qui nous construisent le plus durablement, et lorsqu'elles trouvent enfin des mots, elles ne font pas que raconter le passé, elles réconcilient le présent avec ce qui l'a façonné.